Savez-vous qu'actuellement, nous ne valorisons qu'1% de la ressource énergétique nucléaire ? Le reste, les déchets nucléaires, restent inexploités et même encombrants. Et s'il existait pourtant une solution ou des solutions pour en tirer avantage ? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette causerie de la collection Sciences et Société. J'ai le plaisir de retrouver Laurent Mayas pour poursuivre notre échange qui s'inscrit dans la série Atomes et énergie. Dans l'épisode précédent, ensemble, nous avons analysé le contexte énergétique actuel et les solutions qui s'offrent à nous. Bonjour Laurent. Bonjour Adeline. Merci d'être encore parmi nous pour nous faire à nouveau profiter de votre expertise. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, résumer l'analyse et la conclusion à laquelle nous étions arrivés lors de notre précédente causerie ? Bien, le réchauffement climatique nous conduit à nous tourner vers de nouvelles sources d'énergie autres que celles fossiles, c'est-à-dire charbon, gaz, pétrole. Il existe 3 grosses sources d'énergie qui ne sont pas carbonées, c'est-à-dire l'éolien, le solaire et l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est controversée et l'énergie éolienne a le problème, tout comme le solaire, d'être une énergie qui est intermittente. Donc, soit nous n'utilisons l'énergie éolienne que quand elle est produite, et dans ce cas-là, nous ne pouvons pas avoir une utilisation aussi confortable que celle que nous avons actuellement, ne serait-ce que pour faire partir un train, utiliser un ascenseur ou être dans un bloc opératoire, ou alors il nous faut des batteries, mais les quantités dans ce cas-là d'éoliennes ou de solaire ou de panneaux solaires seraient tellement considérables que ce n'est pas envisageable à l'échelle même du pays. Déjà à l'échelle simple de la France, pour pouvoir remplacer les éoliennes, pouvoir remplacer les réacteurs nucléaires par des éoliennes, le nombre d'éoliennes est considérable et n'est pas envisageable. Alors nous avions aussi terminé la précédente causerie en expliquant que selon la filière de nucléaire que nous choisirons, quel type de réacteur nucléaire nous allons choisir, nous pouvons gagner un petit peu de temps en fait en espérance d'énergie. Alors du coup, avant de revenir justement sur comment fonctionnent ces réacteurs nucléaires et quels choix nous avons devant nous, est-ce qu'on pourrait revenir déjà à la ressource même, la ressource nucléaire qui est utilisée, et vraiment revenir à la base pour bien comprendre les enjeux ? Alors, dans ce cas-là, je vous propose de revenir carrément sur la définition des atomes, des noyaux et de ce qui nous intéresse, parce qu'il y a des différences qui sont non pas subtiles, mais assez fines. Et donc, si on prend par exemple ce premier schéma, on a sur la partie gauche la représentation ici d'un atome. Donc, la dimension d'un atome est d'un 10 milliardième de mètre, c'est-à-dire qu'il y a autant d'atomes dans un mètre qu'il y a de portions de 4 mm pour faire tout le tour de la Terre au niveau de l'équateur, puisque la périphérie terrestre est de 40 000 km et un 10 milliardième de 40 000 km représente 4 mm. Pour autant, ce n'est pas cette dimension extrêmement petite qui nous intéresse, c'est une dimension 100 fois inférieure, c'est-à-dire c'est les dimensions correspondant au noyau d'un atome qui est encore 100 fois plus petite. Et donc le noyau d'un atome est constitué de 2 particules, des protons qui sont positifs et des neutrons qui sont neutres. Comme les protons sont positifs, ils se repoussent. Il faut en quelque sorte un liant pour qu'ils soient accrochés. Ce liant est réalisé par les neutrons qui n'ont donc pas de charge. Alors du coup, nous parlons de quel noyau dans nos réacteurs nucléaires ? Alors, dans les réacteurs nucléaires, ce sont des fissions, c'est-à-dire c'est la désintégration de noyaux, c'est-à-dire des cassures de gros noyaux nucléaires. Les gros noyaux nucléaires, ce sont ce qu'on appelle des atomes lourds, des atomes tels que l'uranium, le plutonium. Donc si on prend le dernier élément naturel qui est l'uranium, c'est un atome qui est constitué de 92 protons et il a, selon les cas, 146, 143 neutrons. Comme le nombre de neutrons peut changer, on parle d'isotope. Alors, du coup, si je me souviens bien, finalement, on ne peut pas exploiter tous les isotopes. On exploite seulement les 0,7% de l'isotope uranium-235. Voilà, c'est ce qu'on veut. Alors, j'ai préparé une deuxième figure qui correspond à schématiquement ce qu'il peut se passer dans un réacteur nucléaire. Lorsqu'un neutron va venir percuter un noyau d'uranium-235, donc là je suis sur la partie gauche, il
possède donc 235 particules, c'est-à-dire 92 protons ajoutés à 143 neutrons, eh bien cet atome peut se casser en deux, ce qu'on appelle la fission. Et en se cassant, il va émettre quelques neutrons. Donc un neutron peut venir casser à nouveau un noyau d'uranium 235 et donc perpétuer en quelque sorte une réaction en chaîne. Simplement, il existe aussi l'uranium 238 ici qui a 238 particules et celui-là ne se casse pas en deux, mais il va générer du plutonium. Et donc on ne peut exploiter que l'uranium 235 qui existe à l'état naturel. Le plutonium, lui, n'existe pas à l'état naturel. Et donc l'uranium 235, lui, est présent à hauteur de 0,7% de l'uranium sur Terre. C'est quand même une quantité très faible. Alors, du coup, le plutonium serait un élément qui serait issu de la fission des noyaux d'uranium-238, qui sont dans une proportion de 99,3% à l'état naturel. Alors, il semblerait logique, il me semble, d'exploiter justement cette production de plutonium. Est-ce que c'est possible ? Alors, c'est possible. Alors, pour être précis sur le vocabulaire, on appelle les qualités de l'uranium 235 un élément fissile et on qualifie l'uranium 238 d'élément fertile puisqu'il faut qu'il soit transformé en plutonium 239 pour pouvoir être exploité puisque c'est le plutonium 239 qui doit être fissile. Alors, c'est possible, mais ce n'est pas si simple que de transformer l'uranium 238 en plutonium 239, qui est l'élément intéressant qui produit de l'énergie. Alors, pourquoi ce n'est pas si simple, justement, puisque, a priori, nous récupérons du plutonium après la fission de quelques noyaux de... Alors, peut-être que c'est là est le problème, de quelques noyaux seulement d'uranium-238 ? Oui, il y a une expérience assez célèbre qui a été réalisée par Fermi, qui consistait à prendre un émetteur... source émettrice de neutrons et un détecteur de neutrons juste en face et de capter une intensité, on pourrait qualifier de I0. Et il s'est amusé à rajouter un écran de paraffine entre les deux. Paraffine, c'est important parce qu'il contient de l'hydrogène et à ce moment-là, l'intensité détectée par le détecteur donc, est devenue plus importante. Et en rajoutant quelques écrans, eh bien, cette intensité détectée n'a cessé d'augmenter. Autrement dit, la réaction qu'il a eue avec les neutrons s'est accrue lorsque les neutrons étaient ralentis. Or, justement, les atomes d'uranium-238 ne réagissent pas de la même façon quand les neutrons sont rapides ou quand ils sont lents. D'accord. Donc, et pourquoi finalement, nous, on va utiliser à l'heure actuelle des réacteurs qu'on appelle réacteurs à eau pressurisée, donc en utilisant de l'eau pour ralentir les neutrons. Donc, on est plutôt sur la partie ralentissement des neutrons. Et donc, du coup, on favorise, si j'ai bien compris, la fission uniquement de l'uranium-235. Voilà, on peut regarder de façon un peu plus technique. Peut se passer dans le diagramme suivant qui ne doit pas effrayer, bien qu'il soit un peu bizarre. On a la partie droite, en fait, ici que j'entoure, qui correspond à la zone très énergétique des neutrons, c'est-à-dire la zone où les neutrons se déplacent très rapidement. Ils vont réagir très faiblement avec l'uranium-238 et très peu avec l'uranium-235, si bien que dans les réacteurs actuels, on se débrouille, on va voir comment dans un instant, pour que les neutrons réagissent avec préférentiellement l'uranium-235. Et donc, comme c'est une échelle logarithmique, à gauche, vous voyez, on a la section efficace, c'est-à-dire la surface vue des noyaux par les neutrons, et on voit que les neutrons voient de façon beaucoup plus intense les noyaux d'uranium-235 par rapport aux noyaux d'uranium-238. Alors, on parle de capture stérile pour les noyaux d'uranium-238 parce qu'ils sont captés et ils ne réagissent plus du tout. Et donc, c'est le principe de fonctionnement des réacteurs actuels. On ralentit les neutrons, si bien qu'ils réagissent surtout avec les noyaux d'uranium-235, et donc ils ne vont pas réagir avec l'uranium-238. Si je vais voir un petit peu plus loin, pour être plus clair, bien, on a simplement ici le modèle des crayons, c'est-à-dire du combustible qui existe dans les cœurs actuels. Eh bien, les réactions nucléaires ont lieu dans les zones noires que l'on voit. Chaque cercle gris entouré de noir dans la partie ici correspond en fait à une fraction
de l'élément qu'on voit ici, et c'est une vue de dessus qui nous intéresse dans la partie droite. Donc quand les neutrons sont produits, ils vont très vite rejoindre la zone bleue où se situe de l'eau. Il y a de l'eau un petit peu partout autour des crayons, même partout. Et donc ils sont ralentis et ils vont réagir très peu avec l'uranium-238. Si on veut que les neutrons réagissent avec l'uranium-238 et puissent produire en quantité suffisante du plutonium, donc ils réagissent bien davantage avec l'uranium-238, il ne faut pas qu'il y ait présence d'eau, il ne faut pas ralentir les neutrons. Alors, à l'heure actuelle, pour le moment, nous sommes sur des ralentisseurs de neutrons avec de l'eau, justement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quelle proportion on va récupérer ce plutonium qui serait intéressant d'exploiter? Alors, il faut revenir à ce qu'on appelle le cycle du combustible. Il existe deux cycles possibles, soit un cycle ouvert, soit un cycle fermé. Si on considère un cycle ouvert, pour reprendre tout en détail, on a dans la partie gauche ici ce qu'on appelle la mine, qui en général contient 10 grammes d'uranium par tonne de granit. C'est du granit en général dans lequel se trouve l'uranium, et seulement 0,7% de l'uranium et de l'uranium-235 qu'il faut enrichir environ à hauteur de 3 à 5%, on va dire, disons en moyenne 4%. Cet uranium enrichi est placé dans ce qu'on appelle le combustible, même s'il n'y a pas de combustion avec de l'oxygène. Et donc, au bout d'un an, le matériau est usé et il contient 1% de plutonium et 1% d'uranium-235 qui n'a pas été consommé. Donc le plutonium est apparu dans le réacteur et c'est cette fraction-là qui pourrait être intéressante de valoriser. Alors on constate effectivement que ce pourcentage est plutôt faible dans ce type de réacteur. Est-ce que finalement le plutonium, l'uranium-235 et même l'uranium-238 ne peut pas retourner une deuxième fois ou faire un autre cycle, ce qui permettrait peut-être quand même de consommer à nouveau un peu les déchets nucléaires? Alors c'est le choix de la France, très peu de pays ont suivi ce choix. Néanmoins, si je regarde un cycle fermé, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 cycles, eh bien, à l'usine de La Hague, il est possible d'extraire le plutonium et l'uranium. Et donc, dans ce cas, on va faire des pastilles qu'on appelle de mélange oxyde, de MOX, mélange d'oxyde parce que c'est un mélange de plutonium et d'uranium, et on va faire un second tour à ce combustible dans les réacteurs, ce qui va permettre de réduire d'une part les déchets et d'autre part de reproduire de la puissance. Donc, avec ce cycle, on va diminuer d'environ 10% les besoins en uranium issus d'une mine. Parce que vous voyez que quand même, entre environ 1% de plutonium et 1% d'uranium-235, on a plus de matière fissile, donc énergétique, que les 0,7% qu'il y a dans la mine. Et donc le choix qu'il y a à faire, c'est qu'on obtient ainsi du MOX qui après un tour est du MOX usé, et puis de l'uranium qu'on a retraité qui est usé. On peut en décider d'en faire un déchet, ou on peut aussi décider de le réutiliser dans un autre réacteur. D'accord. Alors, du coup, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, il n'existe pas quand même des réacteurs qui exploitent le fait de garder des neutrons accélérés? Alors, aujourd'hui, non, pas en France. Il en existe dans le monde, mais en France, on n'en a plus, puisque c'était le cas de Superphénix. Et on parlait alors de surgénérateurs, puisque comme les neutrons étaient tous rapides, ça signifiait qu'on pouvait exploiter l'uranium-235, l'uranium et le plutonium présents par des fissions, qui donc permettaient de libérer de l'énergie. Et puis, en plaçant tout autour de l'uranium-238, les neutrons qui quittaient le cœur réagissaient avec l'uranium-238 pour se transformer en plutonium. Et c'est pour ça qu'on parlait alors de surgénérateur, puisqu'en plaçant une certaine quantité de plutonium et d'uranium-235 dans le cœur, on récupérait davantage de plutonium à la fin, puisque les couvertures extérieures, on appelait ça des couvertures, avaient pu fabriquer du plutonium grâce à l'uranium présent. Alors, il me semble que ces générateurs de ce type ont été décriés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pour quelles raisons? Alors, il y a 2 raisons principales. La première, c'est que ça utilise du plutonium, qui est un matériau quand même, un élément très radioactif et qui plus est chimiquement et biologiquement dangereux. Et puis, le deuxième problème, c'est que le refroidissement se fait avec du sodium, et le sodium réagit
vivement, même violemment avec l'eau pour former du dihydrogène et peut être source d'incendie assez violent, si bien que ça faisait 2 sources de danger qui sont quand même importantes, et donc ces réacteurs ont été fortement décriés. Alors quel serait quand même le gain finalement si l'on utilisait ce type de réacteur? Nous qui commençons à nous inquiéter vraiment de la disponibilité et de notre électricité, on arriverait à tirer combien de temps en plus si on devait choisir de travailler avec ce type de réacteur? Alors, fixer une durée, c'est toujours aléatoire, puisque Environ. ça va dépendre du nombre de réacteurs qui vont être construits et le nombre de réacteurs dans le monde. Donc la France possède néanmoins un certain nombre de stocks d'uranium-238 qui n'ont pas été utilisés, qui serait possible d'insérer dans ce type de réacteur. Et donc on partirait sur une ordre de grandeur de 200 à 300 ans. C'est un ordre de grandeur, tout dépend si on développe un parc ou pas de cette nature. D'accord. Alors, du coup, il y avait un projet de réacteur rapide Astrid qui a été abandonné par le CEA. Quelles raisons ont vraiment poussé le CEA à abandonner justement cette exploitation, alors qu'on a quand même une promesse intéressante en termes d'espérance d'énergie? Alors, la raison principale est qu'actuellement, nous exploitons de l'uranium-235 et les ressources sont encore abondantes, si bien qu'il y a possibilité d'exploiter encore, j'ai envie de dire, une génération de réacteurs basés sur le fonctionnement actuel, c'est-à-dire le ralentissement des neutrons, ce qu'on appelle des réacteurs à eau pressurisés. Donc une génération, ça correspond à environ 80 ans. Donc il n'y a pas de problème de ressources. Et face à une technologie qu'on exploite depuis quelques dizaines d'années, qui est bien assurée, que l'on maîtrise parfaitement, développer une série de générateurs qui pourraient être coûteuses ne s'est pas avéré, au moins par les instances décisionnelles, indispensable. Alors le projet Astrid, je tiens à préciser, n'a pas été en soi abandonné, il a été reporté à moyen terme. Bon, ce qui veut dire que les équipes qui travaillaient sur ce projet ont changé de direction. Il reste quelques personnes qui le maintiennent, j'ai envie de dire, en veille. Mais évidemment, ça va être une certaine forme de perte de connaissances, de capacités technologiques à un moment donné. Cela dit, ce ne peut pas être abandonné au vu des problèmes énergétiques auxquels nous devrons faire face d'ici quelques années. Oui, en effet, si l'on rappelle un petit peu, si nous faisons face à l'épuisement des ressources fossiles, nous devrons soit décider de rester sur de l'éolien, du solaire, et on sera tributaire finalement de notre météo. On ne pourra plus vraiment parler de disponibilité ou de disposition d'électricité, puisqu'on ne pourra pas avoir l'électricité au moment où on en a besoin. Ou alors, il va falloir prendre des décisions, tôt ou tard, sur le choix de nos réacteurs nucléaires. À l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt sur l'uranium-235, mais à un moment donné, il faudra faire des choix sur l'évolution, justement, de nos filières nucléaires. Des choix, oui. Enfin, tout dépend si on veut continuer à partir en vacances. Au moment où le parc automobile est en train de s'électrifier, il va de soi que si nous ne disposons pas d'électricité ou si nous sommes tributaires des conditions météorologiques pour réalimenter les automobiles, notre vie va plus que drastiquement changer, y compris la vie quotidienne et nos déplacements à moyenne distance. Ouais. Alors, vous dites que si l'on multiplie le nombre de centrales nucléaires et donc de réacteurs nucléaires, nous devrons regarder plus ou moins à la baisse justement ce temps qui nous est offert d'électricité. Si un jour on se retrouvait devant l'épuisement de la ressource, non plus de 235 mais 238, est-ce qu'il existe actuellement des idées pour des solutions finalement pour continuer dans le nucléaire ? On ne sera sans doute pas là pour le décider. Donc l'uranium-238, forcément, un jour, va être épuisé. Si on se tourne vers toujours la solution du nucléaire, le seul élément qui reste est le thorium. Le thorium-232, simplement, il n'est pas fissile, il est fertile. Ça veut dire qu'il réagit comme l'uranium-238. Il faut d'abord le placer au sein de réacteurs nucléaires pour qu'il soit transformé en élément fissile, c'est-à-dire uranium-233. Et on peut à ce moment-là
récupérer l'uranium-233 pour fabriquer des cœurs de réacteurs qui produiront de l'électricité. Alors, il faut noter que les ressources de thorium-232 sont considérables, beaucoup plus importantes que celles de l'uranium-238, et auquel cas, dans le cas où nous exploiterions ces ressources, les possibilités de production d'énergie, si nous parvenons à construire des réacteurs, puisqu'on rappelle que c'est quand même une technologie décriée, eh bien, seraient alors suffisantes pour assurer un besoin minimal. Besoin minimal, on peut penser aux hôpitaux, à l'éclairage, un peu de chauffage. D'accord, donc si nous résumons donc un petit peu en prenant un peu l'ordre d'épuisement des ressources nucléaires que nous aurions, actuellement nous sommes sur l'uranium-235 avec les réacteurs à eau pressurisée qui nous donnent finalement un délai de 80 ans à peu près. Environ, oui. Le à peu près, du coup, toujours dans cette hypothèse de maintien d'un nombre de réacteurs environ 400. Si nous passons à 500 réacteurs, ce sera un petit peu moins. Si dans les 30 ans qui viennent, mettons, il n'y a plus que 300 réacteurs de par le monde, la durée sera un peu prolongée. D'accord. Donc du coup, il faudra vraiment là prendre au sérieux la solution du plutonium en partant sur des réacteurs à neutrons non ralentis. Qu'on appelle rapide oui, réacteurs à neutrons rapides, RNR. C'est ça. Donc leur technologie sera différente de celle de Superphénix ou Phénix qui ont déjà été réalisées en France avec une sûreté accrue. Par exemple, au lieu de mettre un réacteur avec une production de vapeur pour faire tourner la turbine, la vapeur étant de l'eau à côté d'un réacteur, d'un circuit au sodium, on pourra utiliser de l'ammoniac. C'est ce que proposait Astrid, par exemple, dans sa conception. Donc ce seront des choix à terme, mais ils ne sont pas pour tout de suite, j'ai l'impression. Pas pour tout de suite, d'accord. Mais en tout cas, donc, si on reste dans notre dynamique de calcul un petit peu de ce qui nous reste comme temps, on arriverait là sur quelques centaines d'années. Voilà. Et puis, dans l'hypothèse où, donc là on tire très loin, nous on ne sera plus là, mais nos enfants ou les enfants de nos enfants, on ne sait pas un petit peu de quoi sera fait le futur. S'il n'y avait plus d'uranium-238, il y aurait éventuellement la solution du thorium. Du thorium. Un réacteur a déjà fonctionné au thorium, donc nous savons que cette solution est possible, et donc on peut l'envisager à terme. Ce sont des choix à la fois industriels, politiques et sociaux. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons devoir clôturer notre épisode. Mais je tiens vraiment à vous remercier pour l'éclairage que vous nous avez apporté au travers de nos discussions. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Et merci au public de nous avoir écoutés, de vous être intéressés à ce sujet si sensible. Et nous espérons avoir pu nourrir votre réflexion et votre argumentation pour vous construire une opinion qui vous permettra ensuite de nourrir les échanges à votre tour avec vos pairs. Thank you.